Ça, c'est Warren Buffett. Sa fortune s'élève à plus de 120 milliards de dollars. Avec sa société d'investissement Berkshire Hathaway, il est devenu l'un des actionnaires principaux de Apple, Coca-Cola ou encore Mitsubishi, des marques qu'on connaît tous. S'il y a bien un gérant qui sait générer de la performance, c'est Warren. Et pourtant, il a dit une phrase qui m'a beaucoup interpellé. La performance va et vient, mais les frais sont toujours au rendez-vous. Ces frais font gagner des fortunes à vos banquiers, à vos conseillers, à tous les intermédiaires financiers qui vous proposent des investissements. Vous ne me croyez pas ? 3% de frais par an, c'est 60% de manque à gagner au bout de 30 ans. C'est monumental. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment débusquer les frais, un cas chiffré, et je vais vous donner ma méthode pour vous en débarrasser et maximiser votre performance. Bonjour, je suis Mounir de Finari. La finance personnelle, c'est ma passion depuis des années. Je dors, bois, mange finance personnelle. Et en créant cette chaîne, je voulais faire des contenus qui vous aident à mieux investir, qui vous donnent des clés à mettre en pratique pour gérer votre patrimoine. On a fait plus de 100 vidéos et j'avoue que je suis pas toujours fier de la qualité des contenus qu'on a fait, surtout au début. Aujourd'hui, on a près de 50 000 abonnés, mais on veut aller encore beaucoup plus haut et atteindre les 100 000. Donc rendez-moi un service et abonnez-vous. Chaque investissement comporte des frais. Lorsque vous achetez des actions sur votre PEA, des ETF sur votre assurance vie ou encore de la crypto ou même des fonds sur un plan d'épargne salariale, vous payez des frais. Ces frais ils vont permettre de rémunérer les intermédiaires financiers et les sociétés financières qui sont impliquées dans la transaction. Ils peuvent avoir différents noms comme les frais de gestion, les frais de transaction, les frais sur versement. Il faut bien avouer que la finance c'est très créative lorsqu'il s'agit d'inventer différents types et niveaux de frais. Et lorsqu'on combine tout ça, ça fait quelque chose d'assez indigeste que j'aime bien apparenter à un millefeuille. Souvent exprimé en pourcentage, ces frais peuvent paraître insignifiants. Après tout, quel est le problème de payer 1%, 2% sur un fonds que j'ai sur mon PEA ou 1% pour la gestion pilotée de mon assurance vie? Ça paraît pas être grand-chose. Et pourtant, ces frais sont dévastateurs pour 3 raisons. La première raison, c'est que chaque étage du millefeuille vient se cumuler au prochain. Et in fine, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement costaud et chargé en frais. La deuxième raison, et c'est peut-être celle que personne ne comprend, c'est que le manque à gagner ne fait que s'accélérer au fil des années. C'est l'effet des intérêts composés, mais en votre défaveur, puisque c'est vous qui perdez au change. Et enfin, la troisième raison, c'est que les frais sont généralement injustifiés et évitables. Donc non seulement vous payez, mais vous pourriez faire mieux en payant moins cher. Le sujet est tellement alarmant que le gendarme de la bourse française, l'AMF, publie régulièrement des études qui mettent en lumière les frais abusifs qui sont facturés par les gestionnaires de fonds et qui viennent impacter négativement la performance des épargnants. Avant de passer au cas chiffré, voici les 3 couches de frais de notre millefeuille que vous devez absolument connaître. La première, c'est les frais d'enveloppe. L'enveloppe, c'est le contenant dans lequel vous allez venir loger les différents supports dans lesquels vous allez investir. Par exemple, les actions, les ETF. Cette enveloppe, elle peut s'appeler un compte titre, une assurance vie, un PEA, un PER ou même un plan d'épargne entreprise. Au sein de l'enveloppe, vous allez trouver différents types de frais, comme notamment les frais de transaction, qui sont très simples. À chaque fois que vous achetez ou vous vendez un actif, vous passez à la caisse. C'est d'ailleurs pour ça que plus vous tradez, plus vous passez d'ordre, plus vous baissez votre probabilité de générer de la performance parce que vous allez mécaniquement augmenter vos frais. Vous pouvez trouver d'autres types de frais comme les frais sur versement, les frais d'arbitrage, les frais de sortie, bref, il y en a pour tous les goûts. Le deuxième type de frais, c'est les frais sur les supports. Une fois que vous avez l'enveloppe, vous allez venir y loger des supports. Par exemple, une action, un ETF ou un fonds. Pour l'action, vous n'allez pas payer de frais pour la détention. Vous allez simplement payer des frais pour l'acheter ou la vendre. Pour le fonds, par contre, vous allez payer le gérant pour la gestion. C'est normal, il fait un travail de gestion et donc il est rémunéré pour ça. La grande différence, c'est que selon le mode de gestion, vous allez payer plus ou moins de frais. Ces frais, ils sont exprimés sous un acronyme qui s'appelle le TER, le Total Expense Ratio, et qui est vraiment le fil conducteur qui vous permettra de comparer les frais d'un fonds à l'autre. Le TER, c'est ce qui englobe tous les frais qui sont liés à la gestion de votre fonds. Donc là-dedans, il y a les coûts de trading, de recherche, il y a littéralement les salaires des gérants qui font leur travail. Bref, c'est vraiment le coût moyen constaté sur une année pour gérer votre fonds. Lorsqu'on parle de fonds, il est important de différencier les 2 grandes familles. Il y a d'un côté la gestion active et de l'autre côté la gestion passive. La gestion active, elle a un objectif très simple, c'est battre le marché, ou ce qu'on appelle aussi l'indice de référence ou benchmark. Très concrètement, le gérant est rémunéré pour essayer de faire mieux que son indice de référence, qui peut par exemple être le CAC 40, ou alors le S&P 500, le MSCI World. En moyenne, il va prendre entre 1 et 3% de frais par an, peu importe ce qui se passe, qu'il performe mieux que le marché ou qu'il fasse moins bien. Il y a même des fonds qui prennent des commissions de surperformance, c'est-à-dire qu'en fonction
de leur capacité à battre le marché, ils prendront les frais fixes de 1 à 3%, plus une commission supplémentaire s'ils font mieux que le marché. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave de payer quelqu'un qui arrive à battre le marché. Et c'est là où le bas blesse. Selon une étude Spiva, donc je vais vous mettre le lien dans la description, plus de 80% des gérants n'arrivent pas à battre leur indice. C'est-à-dire que vous payez entre 1 à 3% par an quelqu'un qui n'arrivera pas à faire mieux que le marché. Et la bonne nouvelle, vous allez voir que vous pouvez avoir la performance du marché pour beaucoup moins cher. Et ça se passera dans la gestion passive. En moyenne, la gestion passive vous coûtera 10 fois moins cher que la gestion active pour une probabilité quasi certaine de faire exactement la performance du marché. Donc quand vous faites de la gestion active, il faut vous poser la question si vous avez envie de payer quelqu'un à coup sûr. S'il fait mieux, vous payez encore plus. S'il fait moins bien, vous, de toute façon, vous passerez à la caisse. De l'autre côté de la barrière, vous avez les fonds passifs. C'est les fameux ETF, mais il n'y a pas que. On va se concentrer sur les ETF. Leur métier est très simple, c'est de répliquer notre fameux indice de référence ou benchmark et de faire exactement pareil, voire un tout petit peu mieux en étant un peu plus malin dans la gestion. Pour ça, ils vont facturer entre 0,1 et 0,5% de frais par an. Donc vous voyez déjà que la différence, elle est absolument énorme et vous êtes certain de faire aussi bien que le marché. Ça veut aussi dire que si le marché baisse fortement, votre investissement baissera fortement cette année-là. Très concrètement, si vous voulez investir dans le CAC 40, vous avez deux choix. Vous pouvez soit acheter un ETF qui va répliquer le CAC 40 de façon passive, soit vous achetez le fonds d'un gérant qui va essayer de battre activement le CAC 40 et donc de faire mieux. Et pour cela, il va vous demander entre 1 et 3% de frais. Le troisième niveau de frais, c'est la gestion. Vous pouvez choisir de déléguer la gestion de votre enveloppe. Si vous n'avez pas envie de choisir les différents supports et d'arbitrer en fonction du marché, vous pouvez dire « je donne ce mandat à un professionnel ». Pour ça, il va être rémunéré. Et donc ça peut s'appeler de la gestion sous mandat ou de la gestion pilotée. Et ça vous permet, vous, de vous défaire de cette obligation et de transférer ce mandat à un professionnel qui fera ça de façon active. Passons au cas chiffré. Je vais comparer une assurance vie que j'aurais souscrit auprès d'une grande banque à une assurance vie que j'aurais souscrit auprès d'une banque en ligne. Vous allez me dire pourquoi l'assurance vie ? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'enveloppe préférée des Français, avec plus de 54 millions de contrats actuellement ouverts, plus de 17 millions de titulaires et au total, près de 1900 milliards d'euros logés dans les contrats d'assurance vie. L'assurance vie, c'est le numéro 1 en termes de collecte en France. Pour le premier exemple, j'ai pris celui d'une assurance vie souscrit auprès d'une banque traditionnelle. Et donc là, j'ai fait une moyenne globale de ce que j'ai constaté. Concrètement, ça va se diviser en 3 parties. Les fameux frais d'enveloppe, qui ici vont être aux alentours de 1%. Ensuite, les frais de support. Et vu que généralement dans ces assurances vie, il n'y a que de la gestion active, on va être aux alentours des 2%. Et enfin, on va rajouter de la gestion pilotée à 0,5%, ce qui nous donnera un total des frais à 3,5% par an. Ces frais, vous pouvez les retrouver sur le site de votre contrat ou tout simplement les demander à votre conseiller. Ils ont une obligation légale de les partager depuis la régulation MiFID II. Pour notre exemple, je vais investir 10 000 euros en one shot, en une fois, sur mon contrat, uniquement sur des fonds actions. Le rendement du marché actions, historiquement, c'est aux alentours de 8% par an. Alors ça varie d'une zone géographique à l'autre, ça varie évidemment d'une année à l'autre, mais en moyenne, on est à 8%. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour notre exemple. Je vais rester investi pendant 30 ans, et au bout de 30 ans, je vais me retrouver avec 37 000 euros de capital dans mon assurance vie. C'est plutôt pas mal, non ? En fait, c'est pas terrible. Le problème, c'est que pendant la même période, j'aurais payé au total 63 000 euros de frais dus à mes différents niveaux de mon millefeuille. Donc vous ne rêvez pas, j'aurais payé plus de frais que j'aurais accumulé de capital durant la période. Pour l'option 2, on va aller chez un acteur en ligne et on va souscrire au contrat le moins cher possible. On va se retrouver avec des frais d'enveloppe aux alentours de 0,6%. On va que mettre des ETF dedans. Donc en moyenne, on sera à 0,3%. Et on va se mettre en gestion libre, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer de gérant pour choisir les supports. Et donc ça, on ne paye rien. Donc au total, on va être à 0,9% par an. Et là, vous allez voir que la situation, au bout de 30 ans, elle est complètement différente. Avec ces mêmes 10 000 euros d'investis, au bout de 30 ans, je me retrouverai avec 78 000 euros de capital accumulé. J'aurais payé 22 000 euros de frais, ce qui est toujours conséquent, mais on est très très loin des 68 000 de notre premier exemple. Donc vous voyez que l'impact des frais, il est monstrueux, même si on parle que de 3,5% ou de 1%. J'ai fait l'exemple avec une assurance vie, mais j'aurais pu prendre un PER, un compte titre ou même un plan d'épargne entreprise. Les chiffres seront les mêmes et le fonctionnement des frais sera exactement le même. Plus vos frais sont élevés,
plus votre performance va mécaniquement baisser. Vous l'aurez compris, les frais, c'est un sujet clé. Ne pas s'en occuper, c'est le meilleur moyen de laisser l'argent sur la table et de l'offrir à votre banquier. Il est certes super sympa, mais vous n'êtes pas non plus obligé de lui donner quasiment la moitié de votre capital au bout de 30 ans. Donc voici mes 6 astuces pour vous débarrasser de vos frais et maximiser votre performance. La première, et c'est probablement la plus simple, c'est de scanner votre patrimoine avec Finari. On a développé un outil unique qui vous permet de connecter votre assurance vie, votre PEA, tous vos comptes d'investissement et ensuite de voir le calcul des frais et surtout le manque à gagner que vous avez ligne par ligne. On a une technologie qui est unique parce qu'on a une base de données énorme avec quasiment tous les fonds référencés. On va vous indiquer quels fonds coûtent cher, généralement les fonds actifs, et encore mieux, par quels ETF vous pourriez remplacer ces fonds pour économiser des frais et garder la même exposition, rester exposé au même indice de référence. En moyenne, nos utilisateurs économisent plus de 100 000 € sur 30 ans grâce à des bons ajustements qui, souvent, vont leur prendre que quelques minutes. La deuxième astuce, c'est d'apprendre à lire une performance correctement. Je vois souvent des performances exprimées en valeur absolue, mais ça ne veut absolument rien dire. Si vous payez quelqu'un pour battre le marché, il faut qu'il vous affiche une performance relative. Et d'ailleurs, les gérants sont obligés d'indiquer leur performance et la comparer à leur indice de référence, le benchmark, dans les documents d'information légaux. Et donc, si vous allez voir là-dedans, vous verrez souvent que votre gérant sous-performe le marché sur les périodes longues. Ça ne trompe pas et c'est important que vous puissiez lire ce document pour savoir si ce gérant fait bien son travail et s'il mérite son salaire et donc ses frais. La troisième astuce, et elle est directement liée aux deux premières, c'est une fois que vous avez trouvé les fonds qui coûtent cher et qui en plus sous-performent le marché, vous pouvez les arbitrer vers des ETF. Et donc là, généralement, le mieux c'est d'aller vers des ETF qui sont très gros, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'encours. Il y a plusieurs sites qui permettent de voir l'encours sur un fonds et d'aller chez un émetteur, un gérant d'actifs qui est connu. Et on va en citer quelques-uns comme Amundi, BlackRock, Lyxor, Invesco, qui sont vraiment les leaders sur leur domaine et qui commercialisent des ETF qui sont accessibles en PEA, en assurance vie ou aussi en compte titre. La quatrième astuce, c'est de passer d'une gestion pilotée à une gestion libre. La plupart des assurances vie qu'on va vous proposer ont une gestion pilotée. Et on va vous dire, ne vous inquiétez pas, l'argent est géré par un professionnel. Or, vous vous rappelez que selon l'étude Spiva, la plupart des professionnels n'arrivent pas à battre le marché. Donc pourquoi les payer pour faire ça? Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement changer de mode de gestion, passer en gestion libre, et là, aller sur des supports peu chers, donc des ETF, diversifiés pour avoir une exposition à un maximum de secteurs, de pays et de régions, et finalement de laisser tourner votre allocation en investissement régulièrement, ce qu'on appelle le DCA. La gestion libre, évidemment, elle sous-entend que c'est vous qui allez prendre les décisions. Donc, si vous préférez rester en gestion pilotée, pensez à bien vérifier les frais pour les écraser au maximum. La cinquième astuce, c'est de transférer une enveloppe chère d'un acteur traditionnel vers un acteur en ligne. Ce choix, il va être hyper simple sur un PEA ou un PER puisqu'ils sont librement transférables. Vous avez simplement des frais de transfert, mais généralement, ces frais sont relativement faibles et surtout pris en charge par l'établissement vers lequel vous transférez. Et en plus, ils sont encadrés par la loi. Si vous voulez transférer votre assurance vie, c'est également possible, mais beaucoup plus compliqué. En effet, il n'est actuellement pas possible de transférer une assurance vie chère d'un assureur à un autre. Vous pouvez uniquement faire ce qu'on appelle des transferts internes, c'est-à-dire vous restez au sein du même assureur, mais vous allez d'un contrat qui coûte cher à un contrat qui coûte moins cher. Si vous tentez ça, sachez-le, on va vous mettre des bâtons dans les roues et ça ne sera pas évident, mais le jeu peut en valoir la chandelle si vous arrivez à économiser des frais élevés. Enfin, sachez que si vous ne pouvez pas transférer votre contrat en interne, vous pouvez tout simplement en ouvrir une nouvelle auprès d'un assureur qui sera moins cher. Vous perdrez par contre les avantages d'antériorité attachés à votre contrat initial. Mais ce n'est pas forcément très grave parce que entre les avantages fiscaux qui sont liés à l'assurance vie et l'impact des frais sur la performance long terme, parfois, mieux vaut passer sur un contrat qui est beaucoup moins cher et donc qui va vous laisser une plus grosse partie de la performance. La dernière astuce, et c'est peut-être la plus importante, si vous êtes accompagné par un conseiller, il est indispensable que vous compreniez comment fonctionne sa rémunération. En effet, en France, on est dans un pays où 95% des conseillers vont être rémunérés à la commission. Cela signifie que chaque fois que vous allez souscrire à un produit, par exemple un fonds, ou vous allez ouvrir un contrat, ce conseiller va toucher une rétrocession sur les produits auxquels vous avez souscrit. Et donc, c'est ça qui va être son salaire. Une étude des chercheurs de l'université de Regensburg en Allemagne a comparé la performance des pays dans lesquels les conseillers étaient majoritairement payés par des commissions, comme en France, ou aux pays où ils étaient rémunérés à l'honoraire, comme c'est le cas en Angleterre ou dans les pays nordiques. Les chercheurs ont donc comparé le patrimoine d'un ménage qui aurait 100 000 € dans chacun des pays
afin de voir à combien ils finiraient au bout de 40 ans. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'au bout de ces fameuses 40 années, les ménages des pays dans lesquels les conseillers sont rémunérés à l'honoraire auront en moyenne 84% de patrimoine en plus, soit 750 000 € pour leur retraite, ce qui est évidemment conséquent et important. Si on regarde au niveau annualisé, on se rend compte que chaque année, la différence de performance est de 1,7% liée à la commission. C'est-à-dire que ces 1,7%, au lieu d'aller dans la poche des ménages, ils vont dans la poche des conseillers. Sachez que le sujet des commissions revient régulièrement au niveau européen et que la France fait partie des pays qui bloquent la mise en place d'une interdiction des commissions afin de protéger son industrie. Évidemment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des conseillers qui font très bien leur travail, il y a des conseillers qui le font moins bien, mais sachez que cette étude met en lumière un phénomène qui est vrai. Si les intérêts du client ne sont pas alignés avec ceux du conseil, il y a forcément un moment où le client va être perdant. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet méconnu et complexe que sont les frais. C'est vraiment un levier important qui va vous permettre de vous enrichir plus rapidement et surtout de ne pas enrichir votre banquier. Si vous avez envie de vérifier vos frais sur votre patrimoine, rendez-vous sur finari.com, vous créez votre compte, ça prend 5 minutes et ensuite vous pourrez voir exactement le manque à gagner et les ajustements à faire pour maximiser votre performance. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!